À cette heure-ci, le fracas de la ville est assourdissant, surtout aux abords de Gran Estación, et je redouble de vigilance au contact de la foule. Le centre commercial le plus proche est le point central de notre fuite. Je me suis organisé pour ne jamais trop m'en éloigner. Si je change régulièrement d'hôtel, je retourne toujours vers ce complexe doté d'un parking vertigineux au milieu duquel se trouve ma voiture. Une Audi noyée dans la masse des véhicules stationnés, un point de chute insignifiant, insoupçonnable, la planque idéale. Tout en luttant pour paraître la plus naturelle possible, j'approche de ma berline. Rien à signaler aux alentours, je ne vois personne de suspect, ni quoi que ce soit qui pourrait m'alerter. Alors je déverrouille la fermeture centralisée et rejoins le coffre sans tarder. Fidèle au poste, mon sac de sport noir n'a pas bougé, et je l'ouvre aussi sec pour m'emparer de mes billets, presque les derniers. On ne tiendra pas beaucoup plus longtemps. J'ai besoin de cette fichulette plus que jamais. Rangeant soigneusement dans ma pochette l'argent qui se tarit, je vérifie qu'aucun témoin ne prête cas à ce que je fabrique, et je me penche de plus belle sur le sac de nylon pour en extirper un carnet en cuir et dégainer le stylo qui l'accompagne. D'une main fébrile, sans savoir exactement pourquoi je tremble, je trace une barre de plus, non loin de l'inscription Yokaira. Quelques lettres qui me mettent du baume au cœur ou qui me font terriblement peur. Je ne sais pas trop. En ce moment, je suis en permanence sur le fil et sur le qui-vive. C'est usant. La mine s'enfonce sur le papier, voilà un jour de plus noté dans le calepin. J'en ai noirci des feuilles à force de rayer le temps qui passe. Je me convainc une nouvelle fois que tout ça sera bientôt terminé. Il me reste à tâter par acquis de conscience l'épais sac en plastique qui trône au fond de mes affaires. Un sachet de petites billes blanches. Il s'agit de ma porte de sortie en cas de pépin. Tout est en ordre, inutile de s'attarder à la vue de tous. Je referme le coffre, bien décidé à faire profil bas et à revenir à l'hôtel le plus vite possible avec de quoi nourrir Kara. Mais lorsque le haillon claque, je fronce les sourcils, les yeux rivés sur le pare-brise à l'avant. Je suis intrigué, croyant d'abord à une contravention qui attire mon attention. Coincé sous les essuie-glaces, une enveloppe malmène mon rythme cardiaque. Déglutissant, je scrute autour de moi avant de contourner la voiture et de m'emparer de la lettre. Mes tremblements sont loin d'être résorbés et j'ouvre à la hâte avant de cesser de respirer, car il s'agit d'un mot qui dit « Tu es la prochaine ». Ça sonne comme une mise à mort. J'ai l'impression que le sol se dérobe sous mes pieds et que le parking se fissure pour m'engloutir. Mais ce n'est pas ce qui m'empêche de respirer, non. Ce qui me dévaste, c'est que cette menace est accompagnée d'une photo. Le cliché épouvantable d'un homme exécuté. Dans un état abominable, la victime porte une trace blanche à son annulaire, la marque d'une bague longtemps portée au même doigt, une chevalière. Et il n'y a aucun doute possible, l'homme sur cette photo n'est autre que mon père. Je le sentais au fond de moi, même si j'espérais le contraire. Les taux se resserrent, quoi que je fasse et où que j'aille. Ils finissent toujours par remonter jusqu'à moi. Ma vue se brouille, la douleur m'étrangle, et je ne peux que pousser un cri aphone. Le cartel l'a éliminé. Dans les entrailles pleines de vie de San Benito, je suis toujours en décalage, silencieux, renfermé sur ma part sombre, l'âme noircie par le contenu du dossier rouge. Dominant la rue piétonne gorgée de petits commerces, les murs blancs qui délimitent la paroisse au style colonial de la Vera Cruz accueillent leur lot de putains. Elles sont postées là, entreprenantes par la force des choses, de nuit comme de jour, telles des gargouilles sur une cathédrale prônant un monde faussement puritain qui ne croit plus en rien. Ce sont des mères, des sœurs, des filles, toutes offertes à la loi de l'argent. Le nez plein de coques, la seule petite étincelle colorée dans leur vie réduite à l'esclavage moderne. L'une d'entre elles, une blonde pas farouche dans un mini-short rose fluo, me coupe la route sur les pavés pour me proposer une offre que je ne peux pas refuser. Si elle savait qui je suis vraiment, si elle avait la moindre foutue idée de mon identité, elle reculerait, raserait ce putain de mur avant de prévenir ses collègues et de déserter. Mon dossier rouge sous le coude, toujours sous ma capuche, je grogne sèchement que je ne suis pas intéressé avant de délaisser l'autoproclamée meilleure suceuse de la rue. D'un pas plus énergique, je fends un parterre de pigeons qui s'envolent dans un bruissement agité devant les portes de l'édifice. Lentement, je lève les yeux vers le clocher. On ne peut pas dire que Dieu se soit démené pour me rendre la vie facile. Je crois qu'il n'a jamais levé le petit doigt. Lui et moi sommes, disons, en froid. Pourtant, après une profonde inspiration, j'entre dans l'église sous les voûtes blanches aux moulures dorées. Je foule les dalles séculaires entre les bancs, dans le silence, la fraîcheur et un parfum d'encens. Un sombre dessin tapis dans un coin de la tête, je rejoins le présentoir à bougies et allume un premier cierge, pour celle que j'ai précipitée dans le coma, puis un autre, puisque je dois me salir les mains dans un futur très proche et commettre des choses que le commun des mortels ne pardonne pas. J'observe les flammes qui oscillent, comme si quelqu'un pouvait me pardonner, comme s'il y avait une toute petite chance pour que le grand patron là-haut puisse se pencher sur mon cas et absoudre mes péchés. Les yeux rivés sur le feu qui danse légèrement, j'ignore quel prêchi-prêcha marmonner dans de telles circonstances, encore moins à quel sein me vouer. Mon âme est irrécupérable de toute façon. Et puis, je n'ai qu'un nom qui tourne en boucle dans mon esprit.
Gina. Je suis incapable de penser à autre chose. Pour être tout à fait franc, ma présence dans une paroisse n'a rien de religieux ou de spirituel. J'attends simplement quelqu'un qui vient de descendre de l'avion assurant la liaison Bogota-Medellín à ma demande. Des bruits de pas approchent, sans détourner le regard, je peux sentir la présence de Stefano qui se poste à mes côtés et se racle la gorge. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Tu as toujours des gars qui gardent un œil sur elle? Et évidemment, je t'écoute. Elle est méfiante. Gina change tout le temps d'apparence. Dis-moi quelque chose que je ne sais pas déjà. Il y a du mouvement. Elle veut passer la frontière au Panama. C'est impossible. Ça n'arrivera jamais. Et pourtant, d'un coup, mon regard abandonne les bougies pour croiser celui de mon pote, car son attitude m'intrigue. Ses billes claires, toujours vives, illuminent un visage franc orné d'un bouc aussi noir que ses cheveux mi-longs. Mais aujourd'hui, précisément, quelque chose m'échappe dans son comportement. Entre lui et moi, c'est à la vie à la mort. Sa loyauté est sans faille, je le connais par cœur. Notre amitié est éternelle et sa parole est d'or. Et s'il me le confirme les yeux dans les yeux, c'est qu'aucun doute n'est permis. Stefano s'adosse légèrement à la colonne blanche, croise ses bras et poursuit à voix basse. Tous les matins, vient en taxi vérifier sa boîte aux lettres. Au barrio de Santa Fe, dans le 1000. Tu penses bien que j'y suis passé avant elle à la première heure ce matin. Tu as trouvé un truc? Elle attendait ça, en provenance du Panama. Du Panama? Tu sais qu'elle a déjà un compte bancaire là-bas. Après s'être assuré que les rares personnes présentes ne le calculent pas, Stefano me tend une enveloppe qu'il a déjà ouverte. Il me suffit de voir l'entête pour sentir mon sang pulser plus fort. Sans parler de l'effet que me procure la lecture des premières lignes. Les petites cachotteries de Gina me plongent dans une fureur indescriptible. Réalisant que je suis en train de froisser ce courrier, je me ressaisis, le glisse dans le dossier rouge et marmonne à Stefano d'activer son réseau. C'est déjà fait, mec. Je veux connaître ses moindres faits et gestes. Avant que je saute dans l'avion, de ce que je sais... Accouche, Stefano. Ok. Elle a pris contact avec une petite frappe qui deal au sud de la Candelaria, du côté d'El Consuelo. Elle veut vendre sa canne sur les hauteurs, dans ce bouche pour toxico-fauché. Un certain Romy Bopi. Il est dans tes contacts? Stefano opine du chef, ce que je redoutais est en train de se produire. Si Gina s'en remet à un truand notoire sans envergure, c'est qu'elle compte s'évanouir dans la nature dans un laps de temps très court. Elle ne peut pas m'échapper, c'est hors de question. Tu m'entends? La bouche de mon fidèle ami se pince et je souffle alors sur les cierges. Une première fois pour éteindre celui de Carmen dans le coma. Une seconde fois pour sceller le sort de Gina. Stefano décroise ses bras, effleure son bouc et murmure à mon oreille. Tu comptes faire quoi? C'est quoi le plan? Je la veux. Je la veux maintenant. Tu es sûr que tu es prêt? Sa question me pousse à consulter l'heure, puis à jeter un œil furieux vers la star locale clouée sur sa croix. Tournant le dos à Jésus, le visage rivé vers la sortie baigné de lumière, la réponse m'apparaît comme une évidence. Il y a des années que je suis prêt. Je suis né pour ça.